Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Amine est le fondateur de otake.com, un site où il aide les entrepreneurs à améliorer leurs résultats grâce au développement personnel. Il a aussi un podcast, Otake Talk Show, même si celui-ci a été arrêté. Amine a expérimenté plusieurs types de business online, tels que le marketing des réseaux. Amine a lancé il y a plusieurs mois déjà un tout nouveau projet dans un marché sous-exploité et avec une forte demande. Vous allez voir comment un entrepreneur expérimenté identifie une opportunité et monte un plan d'attaque et explose tous les records. Plus qu'une interview, on est presque dans un brainstorm où j'essaye de comprendre les enjeux stratégiques de ce projet et comment Amine s'organise pour attaquer cette opportunité. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Amine. Bonjour Amine, Bonjour. Bienvenue sur le podcast Débrouillard. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Dans mes recherches, j'ai vu que que au-delà de ta chaîne YouTube dont tu as relancé les vidéos il y a quelques jours, que tu co-animais aussi un podcast en fait, depuis juin 2016, Otake Talk Show, qui s'est malheureusement arrêté l'an dernier, je crois que c'était en mai, qui était un petit peu comme ta chaîne YouTube, ça traitait des thématiques dans le leadership, le développement personnel. J'ai écouté la dernière épisode, le au revoir, et aussi d'autres épisodes comme l'épisode de la PNL avec, je crois que c'était Paul Pironnet, Oui. qui m'a beaucoup intéressé. Et je me demandais, est-ce que tu comptes relancer ce podcast-là ou c'est vraiment définitif quoi? En fait, à l'époque, quand on a lancé le podcast avec mon associé Andrea, c'est parce qu'on avait fait quelques interviews et on avait des interviews à partager. Et le format podcast commençait à être populaire et puis on s'est dit, ça s'y prête bien. Ensuite, forcément, on ne pouvait pas interviewer des personnes toutes les semaines. Donc, on a eu des discussions entre nous et on enregistrait les discussions entre nous tous les samedis. Et finalement, ça faisait un nouvel épisode. Quand on a arrêté de faire des vidéos, du coup, on n'avait plus trop de podcasts d'avance, on n'avait plus d'épisodes. Là, je ne sais pas si je vais les remettre en format podcast audio, mais j'ai des interviews qui sont planifiées. Là, j'en ai déjà 3 qui sont tournées et normalement, il y a des interviews qui vont sortir tous les 15 jours, mais c'est pas sûr parce qu'en fait, le problème des interviews, moi, je préfère faire des interviews physiques, c'est-à-dire plutôt me déplacer, avoir les gens proches de moi et pour avoir des belles images, etc. Et le souci, c'est que forcément, ça demande beaucoup de temps, d'énergie pour faire des interviews comme ça. Donc, normalement, là, à partir de la semaine prochaine, à partir de vendredi, là, il y en a une qui va sortir et après, il y en aura une tous les 15 jours. Et après, je ne sais pas si je pourrais tenir le rythme, donc je ne m'engage à rien pour le moment. Mais c'est vrai que sur les interviews, on apprend beaucoup de choses parce que ça permet d'avoir l'expérience des autres et avoir leur vision sur les sujets importants. Effectivement, surtout en format podcast, moi c'est le format que je préfère le plus. Pas que le format vidéo il est mauvais, c'est juste que là, il n'y a pas cette pression du watch time, un petit peu comme sur YouTube. Là, on a le temps vraiment d'aller en profondeur dans les choses, de décortiquer et de voir vraiment comment le processus de montage soit d'une entreprise ou ça peut être une autre thématique aussi, mais vraiment d'aller en profondeur des choses et de bien comprendre la quintessence du truc quoi. C'est le format que je préfère en tout cas. J'ai plus de Spotify sur mon truc, hein. C'est juste podcast, j'écoute plein de podcasts. Donc Amine, est-ce que tu peux dis-moi un petit peu comment est-ce que tu te présentes aux gens lorsque tu les rencontres pour la première fois? C'est compliqué, j'ai toujours du mal à me présenter parce que pendant plusieurs années j'ai fait beaucoup de choses différentes. Là aujourd'hui je dis que je suis architecte de vie, c'est-à-dire que j'aide les personnes à créer la vie de leurs rêves et notamment les infopreneurs à vendre leurs produits sur internet.
Ouais, top, top. Ouais, comme tu le dis, tu as fait tellement de projets et j'aimerais qu'on creuse en profondeur dans tout ça. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du Amine qui vient d'entrer en école d'ingénieur, qui découvre le marketing des réseaux, qui monte des sites pour des gens, et même pour lui-même, le nom de domaine, le développement personnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période de ta vie? Oui, alors à l'époque, comme tu l'as dit, c'était en 2009. C'était la fin de l'année, c'était au mois de mai. Je passais les concours pour rentrer en école d'ingénieur. À l'époque, j'étudiais sur Paris. Mon école d'ingénieur pour laquelle j'étais sélectionné, elle était à Rouen, la ville où j'habite actuellement, la ville de mes parents. Et à ce moment-là, fin mai, début juin, j'ai un ami qui me présente le marketing de réseau. Le marketing de réseau, globalement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des modèles, on va dire, à la Tupperware, où tu vends un produit, tu es commissionné sur la vente des produits, mais tu es également commissionné sur la vente d'une équipe que tu vas créer et que tu vas pouvoir recruter. Et il y a des personnes qui créent des réussites assez fulgurantes dans ce modèle d'économie. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, juin, juillet, août, avant de rentrer en école, tous les jours, j'allais, je me formais. J'avais la chance d'être dans une équipe qui était très, très, très performante au niveau mondial, où il y avait de très gros leaders ou des personnes à porter des formations de très haut niveau. Du coup, je me suis formé comme ça tous les jours pendant 3 mois avant de rentrer à mon école. Après que je suis rentré dans mon école, forcément, avec la distance, c'était un peu plus compliqué. J'ai créé ma petite équipe ici en local. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes que je devais former moi-même. Parce qu'on ne pouvait pas aller tous les jours à Paris, on ne pouvait pas y aller toutes les semaines. Et donc, forcément, je me retrouvais à former des personnes. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le leadership, sur la vente, sur la confiance en soi, sur l'organisation, sur le marketing. Donc, j'ai lu des livres, j'écoutais des audios, je suivais des formations. Et je retransmettais ça à mon équipe au début. Donc au début, c'était des petites réunions dans un McDo dimanche après-midi. Puis après, c'était dans des appartements quand on était 10. Puis après, on louait des petites salles quand on était 20. Puis après, quand on était 30. Puis après, on était 50. Et petit à petit, comme ça, j'ai vraiment pris goût au fait de faire des conférences, au fait de motiver les gens. Et puis je voyais qu'il y avait un bon retour, que les gens à chaque fois venaient me dire « Ouais, Amir, c'est vraiment impactant ce que tu m'as raconté, c'est vraiment inspirant. » Comment la manière dont tu parles, la manière dont tu arrives à faire bouger les gens. Donc, j'ai créé un blog. C'était en 2010, 2011. Le blog à l'époque s'appelait ledéveloppementpersonnel.fr. D'où venait de quoi c'était l'idée c'était quoi de caler ce nom de domaine puis de le revendre plus tard en espérant que ça devait prendre la valeur. Je veux dire, d'où t'es venue l'idée en fait? En fait, j'avais pas de nom et puis je me suis dit au moins comme ça je serais peut-être un peu bien référencé sur le nom et donc j'ai commencé. Est-ce que c'était le cas? Pas vraiment parce qu'il y avait déjà des gros blogs sur la thématique, mais c'était l'époque des blogs, c'était l'époque où par exemple des personnes comme David Laroche lançaient leur blog à ce moment-là, etc. Et du coup, moi j'avais un peu de trafic, j'avais des personnes qui venaient, je faisais ça vraiment en parallèle, c'était pas sérieux, c'est-à-dire que parfois, je faisais 3 articles dans la même semaine, puis après, pendant 2 mois, je publiais rien, puis après, je revenais, etc. Et donc, ça, c'était ma première année de marketing de réseau. Deuxième année, ça se tasse un peu. C'est-à-dire, c'est un peu plus difficile, je gagne moins d'argent, mon équipe, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, etc. Et à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il y a moyen de faire de l'argent sur Internet. Et je tombe sur des personnes des formateurs qui expliquent que tu peux gagner ta vie avec Internet, etc. Et je me dis, pourquoi pas me lancer à ce moment-là. Et en fait, moi, le marketing de réseau, j'aime énormément parce que ça m'a ouvert les yeux sur la liberté financière. Et à l'époque, je pensais, quand je suis rentré en école d'ingénieur, au moment où je postule justement à l'école d'ingénieur, avant de découvrir le marketing de réseau, je pensais que la réussite, que avoir une bonne situation et réussir sa vie, ça passait forcément par avoir un bon métier. Et en fait, le marketing de réseau, ça m'a fait découvrir qu'il y a des personnes qui sortaient de nulle part et qui arrivaient à avoir des grosses réussites, que gagner 4 000 € par mois, ça voulait pas dire bien gagner sa vie et que tu pouvais faire beaucoup plus. Et du coup, quand j'hésitais à est-ce que j'arrête le marketing de réseau ou pas, je me suis dit, pour le moment, c'est ma seule porte de sortie du salariat. Je ne sais pas quoi faire d'autre à part du marketing de réseau pour sortir du salariat. Le jour où j'ai quelque chose d'autre qui me permet de sortir,
bah, peut-être que j'arrêterai. Et, euh, et en fait, en 2012, donc début 2012, je devais faire un stage à l'étranger pour ma dernière année d'école d'ingénieur. Et je commençais à avoir quelques sites internet qui me rapportaient 50 euros, 100 euros. Et à ce moment-là, je pars en stage à l'étranger. Je pars en Thaïlande et je pars chez des webmasters, des expatriés. Donc c'était en 2012, donc ça fait déjà un moment. Il n'y avait pas encore autant de personnes qui étaient en Thaïlande dans les travailleurs du web. Et je pars là-bas et je Tu rencontre. parles des nomades digitales, c'est ça? Voilà, il n'y avait pas Des autant de digitaux, nomades pardon. digitaux. Et donc c'était. Enfin, moi, c'était les premières personnes que je connaissais qui habitent en Thaïlande et qui travaillaient sur le web. Donc je passe 3 mois avec eux. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais et que tu peux vraiment créer un gros business. Et quand je rentre, je m'y mets à fond. Et dès que j'ai mon diplôme, je me lance à temps plein sur le web et je me dis, c'est comme ça, c'est ça que je veux faire et c'est comme ça que je vais en vivre. En fait, tu n'as jamais travaillé en entreprise, en fait. Non, j'ai jamais travaillé en entreprise. J'ai travaillé un peu en entreprise parce que j'étais en alternance pendant mon école d'ingénieur. Donc je faisais un mois. Ah Et j'ai ouais. travaillé un peu quand j'étais étudiant chez Quick au restaurant, mais sinon j'ai jamais été salarié vraiment. Ah, top, top. Et comme je le disais au départ, tu as relancé il y a peu ta chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Taquet. Je me demandais aussi d'où vient ce nom au Taquet. C'est pas très commun, c'est vrai, il est facile quand même à retenir au Taquet, mais je me demande bien d'où est-ce que ça te vient, comment est-ce que tu t'es inspiré, de quoi est-ce que tu t'es inspiré en fait. Mais en fait, c'était juste avant que je parte en Thaïlande ou non, c'était quand je reviens de Thaïlande, tu vois, je sais plus, il faudrait que je regarde les dates. Je crois que c'était quand je suis revenu de Thaïlande et que je me disais, bon, bah, ce blog-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Au début, j'avais pris un nom par défaut, comme, je sais pas, tu vois, si tu voulais faire un site sur les voitures, j'aurais pris genre blogdevoiture.com, tu vois. Et, euh, et du coup, je parlais avec un ami qui me disait, tu sais, ton nom, en fait, on le retient pas et c'est un nom lambda. Et si demain tu parles à quelqu'un et que tu lui donnes ton site, euh, il va l'oublier parce que c'est pas une marque. Et je lui dis, ouais, mais pour le référencement et tout. Il me dit, ouais, mais en fait, pour le référencement, ça veut rien dire. Et à l'époque, il y avait des sites d'informatique, par exemple, comme Presse Citron ou Corben, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas si tu connais. Il me disait, ouais, regarde, eux, ils ont rien. Ils ont pas rien dans leur nom de domaine. Pourtant, c'est des gros blogs informatiques. C'est juste que si tu fais du bon contenu, ton nom, il est. Il sort en première place, quoi. Ça va le faire. Et du coup, il me dit c'est quoi toi que tu veux transmettre et tout sur ton site, je sais pas. Moi, j'ai envie vraiment que les gens ils donnent à fond, etc. Tu vois. Et du coup, il y a une expression que j'utilise souvent, c'était être au taquet. Du coup, je me dis ouais, au taquet et tout. Ah, Et après, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer de trouver un truc autour de ça, de trouver une manière qui s'écrit correctement pour que ça fasse un peu stylé, et puis pour pouvoir avoir le nom de domaine disponible. C'est comme ça que Otake est né. ah, top, top, top. Et quels sont les objectifs aujourd'hui? Avec le chat, tu as relancé les vidéos, c'est quoi les nouveaux objectifs? Ils sont pareils qu'avant ou il y a une nouvelle. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les vidéos en fait? En fait, euh, moi, les vidéos, j'ai toujours été motivé, c'est juste que là, j'avais arrêté parce que j'étais occupé sur d'autres projets et aussi avec mon associé, on avait quelques discussions sur la suite à donner sur Otake. Otake, mon but, ça a toujours été d'aider les gens à vivre leur vie à fond, de kiffer et de faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, moi, j'étais convaincu, et je suis encore convaincu, que ça passe forcément par le développement personnel, par le leadership, par la confiance en soi, par la motivation, par la vision que tu vas développer, etc. Et du coup, c'est le sujet principal, c'était le sujet principal de la plupart de nos vidéos. Et quand je rencontrais des gens en conférence, quand je rencontrais des gens en, euh, comment dire, en séminaire, en coaching, quand je parlais avec des gens, je me rendais compte que la grande majorité des personnes qui nous suivaient voulaient gagner leur vie sur Internet. Et en fait, moi au début, je ne voulais pas rentrer dans, entre guillemets, le make money. Je ne voulais pas rentrer dans l'univers de comment gagner de l'argent sur Internet. Et je me suis dit, il y a déjà beaucoup de personnes qui le font. Et j'ai pas envie de faire partie de ceux qui gagnent de l'argent sur Internet simplement en expliquant comment gagner de l'argent sur Internet. Et Un petit peu comme le truc de la pelle, le vendeur de pelle là quoi. voilà, exactement. Et du coup, j'avais conscience que les formations en ligne n'étaient pas forcément efficaces pour t'aider à gagner ta vie sur Internet, parce que gagner sa vie sur Internet, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire à la fois savoir faire par exemple du montage vidéo, ça veut dire à la fois savoir faire du référencement, à la fois savoir faire de la vente,
à la fois savoir faire de la technique, à la fois savoir faire du copywriting, etc., etc. Et expliquer tout ça dans une formation, ça fait des formations énormes et les gens se retrouvent parfois bloqués. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas celle qui me convient, c'est de me dire, au lieu d'expliquer tous les concepts en même temps à plusieurs étudiants, à des centaines d'étudiants, je vais les prendre un par un là où ils sont aujourd'hui. Et en fait, je vais leur donner l'information qu'ils ont besoin d'avoir à ce moment-là pour qu'ils fassent le pas suivant. Et ensuite, on avance petit à petit comme si je montais l'activité avec eux main dans la main. Et c'est pour ça que je prends uniquement quelques étudiants et que j'ai quasiment arrêté de vendre des formations. Ah, top. Amine, je vais un petit peu revenir en arrière lorsque tu disais que lorsque tu parlais, j'ai l'impression que dans ce que tu disais avant, il y avait un petit peu le syndrome de l'imposteur, du fait que tu gagnais pas forcément directement de l'argent avec Otake, mais au moins tu avais des revenus qui te servaient, en fait des revenus passifs que tu faisais sur Internet, et Otake était un petit peu comme une passerelle, en fait, un moyen par lequel tu communiquais sur cette possibilité pour les gens. Oui, c'est possible, la preuve, je l'ai fait. Mais avant ça, il y avait quand même un petit problème, tu avais quand même ce petit blocage là, avant que tu ne parles à tes coachs. En fait, ouais, pour réexpliquer, moi je voulais pas être dans le cas de une personne qui n'a pas de business et elle monte un blog sur comment gagner de l'argent avec un blog, et la seule chose qu'elle fait, la seule manière qu'elle a de gagner de l'argent, c'est de t'expliquer à toi comment gagner de l'argent avec un blog. Parce que c'était un peu le serpent qui se mord la queue, et que j'aurais jamais gagné d'argent sans ce blog qui explique comment gagner de l'argent. Et du coup, pour éviter ça, j'avais d'autres activités à côté, et aujourd'hui ces activités elles sont devenues plus grosses qu'Otake. Mais ce blocage, il continuait à me dire non mais c'est un peu malsain de gagner de l'argent en expliquant aux gens comment gagner de l'argent. Et du coup, il y a juste des amis qui m'ont fait réaliser et m'ont dit non mais en fait aujourd'hui tu gagnes de l'argent sur des activités où tu n'expliques pas du tout comment gagner de l'argent, sur des activités où tu vends totalement uniquement du savoir sur d'autres thématiques et pas sur comment gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est totalement légitime d'expliquer ça à des personnes qui veulent devenir, je sais pas moi, coach en bien-être ou prof de sport ou prof en jardinage. Tiens. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu ce petit syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, ça va parce que j'ai conscience que je peux aider énormément de personnes parce que j'ai monté des activités dans plein de domaines différents et parce que aujourd'hui, l'expérience que j'ai, même si je ne me considère pas du tout arriver au bout du chemin, mais quand ça fait 7 ans que tu travailles sur un sujet, en fait, il y a plein de choses qui te paraissent naturelles, mais qui paraissent totalement incompréhensibles à plein de débutants. Et en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre. Tout ce qui me semble naturel aujourd'hui, mais qui est incompréhensible pour les débutants. Ah, cool. Amine, lorsqu'on suit régulièrement ton contenu, que ce soit tes vidéos ou les quelques podcasts que j'ai écoutés, il y a quelque chose qui ressort constamment et c'est la thématique de la confiance en soi. En quoi est-ce que améliorer sa confiance en soi, voir son état d'esprit, va booster ses résultats dans son activité? En fait, il y a un concept que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que tous les êtres humains font des choses qu'ils considèrent normales. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, ce que tu vas faire dans ta journée, ça te semble normal. Il n'y a rien de ce que tu vas faire dans ta journée qui va te sembler extraordinaire ou surhumain. Et en fait, c'est pareil pour les pompiers, c'est pareil pour les chirurgiens, c'est pareil pour les sportifs de haut niveau, c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, mais même dans les choses négatives, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil pour les criminels. Quelqu'un qui va braquer, ça lui semble totalement normal. Tu vois, quelqu'un qui va faire des bêtises, ça lui semble normal parce que ça lui semble pas surhumain, ça lui demande pas d'effort. Et en fait, l'être humain ne peut pas faire quelque chose qui ne lui semble pas normal, et il ne peut pas faire quelque chose dont il ne se sent pas capable, en fait. Tu vois. Et si toi aujourd'hui, tu n'as pas confiance dans tes capacités à faire telle ou telle chose, tu as beau avoir les capacités techniques, mentales et physiques pour le faire, tu ne vas pas le faire. Et très souvent, le plus gros blocage des gens, c'est pas la technique, c'est pas le physique, c'est pas les capacités, c'est uniquement la capacité à se voir réaliser cette chose-là. Et en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu as beau avoir, je sais pas, t'as beau être le meilleur joueur de foot du monde, si tu n'as pas confiance en toi, tu pourras pas devenir bon parce que quand tu vas te retrouver face à un autre défenseur, tu vas paniquer et tu vas faire une passe. Quand tu vas
c'est pareil dans tous les domaines. Si tu n'es pas capable de te voir réaliser cette chose-là, en fait, tu vas jamais le faire. Et c'est pour ça que la confiance en soi, elle a un rôle déterminant. Ah, top, top. Là, j'ai une question un petit peu bizarre en fait. C'est toujours dans une des interviews que j'ai écoutées sur le podcast que tu as arrêté. Tu disais en fait que tu parlais en fait des trucs qui te faisaient kiffer dans l'abondance et tu disais que tout ce qui te fait kiffer coûte cher. Comme par exemple les jet skis que tu aimes bien. Et je me demandais, c'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce que l'idée d'être entrepreneur, pour toi, c'était principalement de ne manquer de rien, de toujours ne pas te soucier de combien est-ce que tu as dans ton compte en banque En fait, il y a plusieurs questions en fait, dans ta question. En fait, tout ce qui me fait kiffer, c'est pas que ça coûte cher. En fait, j'avais vu une citation un jour, elle m'avait parlé et je la trouvais vraiment vraie. C'est que toutes les meilleures choses sur Terre sont gratuites. C'est-à-dire par exemple les enfants, ta famille, etc. Mais les deuxièmes meilleures choses coûtent très très cher. Et en fait, c'est-à-dire qu'une fois que tu enlèves tout ce qui est gratuit et qui fait kiffer, la plupart des autres choses vont coûter cher. Et aujourd'hui, quand moi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait, je ne sais pas c'était lequel le sentiment le plus fort, mais je pense que les deux étaient à peu près équivalents. Aujourd'hui, à l'époque, c'était équivalent, c'est-à-dire que je voulais à la fois vivre dans l'abondance, c'est-à-dire avoir de l'argent pour la sécurité, avoir de l'argent pour pouvoir kiffer, pouvoir faire des choses, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, pouvoir voyager, etc. Mais à la fois pour pouvoir être libre et disposer de mon temps pleinement. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, ce délire d'abondance, il a un peu disparu, même si j'aime bien les belles choses, même si j'ai toujours envie et ça me ferait plaisir d'avoir une belle maison avec piscine à débordement et vue sur la mer. C'est pas du tout la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est ma liberté et c'est ce que permet d'être entrepreneur. Ça permet de profiter de ta journée quand tu veux, de voyager si tu as envie de voyager, de vivre à la campagne si tu as envie de vivre à la campagne, de mettre un réveil si tu as envie ou de ne pas en mettre si tu n'as pas envie, de faire du sport au moment où tu en as envie. Et aujourd'hui, pour moi, ça vaut plus cher que l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai un style de vie qui est assez simple et qui est assez cool. C'est-à-dire, je ne travaille pas énormément dans mes journées. Je peux partir souvent en vacances ou même ne serait-ce qu'en vacances, en week-end, où je peux aller me promener, etc. Et mes journées ne sont pas très, très chargées finalement. Et je sais qu'en faisant ça, je laisse de l'argent sur la table. Je sais qu'en faisant ça, j'ai des résultats moins importants que d'autres qui vont travailler 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Mais en fait, je me dis à quoi bon gagner plus d'argent si ce que je fais dans ma journée ne me plaît pas. Donc aujourd'hui, Dieu merci, je gagne suffisamment d'argent pour payer mon loyer, pour remplir le frigo, pour partir en vacances, pour kiffer et pour faire des choses que j'ai envie de faire au quotidien. Je ne suis pas millionnaire, je suis loin de là même, mais j'ai pas envie de sacrifier ça pour juste me dire ah bah tiens je vais acheter une Lambo ou tiens je vais avoir un hélicoptère. Ça aujourd'hui c'est toujours mes objectifs. Je sais que ça viendra sûrement avec le temps, avec l'effet cumulé sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, mais aujourd'hui à court terme, j'ai pas envie de sacrifier ma qualité de vie parce que bon, c'est pas de quoi demain sera fait, tu vois. Et on peut pas savoir si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans on sera encore sur Terre. Et donc travailler uniquement pour un résultat qui arrivera dans 10 ans, c'est bête. Il faut faire les deux en fait. Il faut travailler pour aujourd'hui et kiffer aujourd'hui, tout en te disant l'action que je suis en train de faire aujourd'hui, si je la répète pendant 10 ans, bah, peut-être à l'arrivée j'aurai un truc gros, mais ma satisfaction, elle repose pas uniquement sur ce truc gros à l'arrivée, elle repose aussi sur mon quotidien. Ah, la qualité de vie que tu as tous les jours en fait. Voilà, exactement. Bah, top. Pour conclure sur la partie d'Otake, est-ce que tu pourrais, aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait intéressé par ta presta, parce que là, tu as dit, tu fais presque ou alors essentiellement de l'accompagnement, c'est quoi les critères pour quelqu'un qui voudrait se faire accompagner par Amine? J'imagine que tu prends pas tout le monde, même si tu fais de l'accompagnement one-to-one, tu t'arranges à ce que la personne a un profil qui... comme tu as souvent l'habitude de le dire, il y a la sélection naturelle, quoi. Il y a un type de profil que forcément tu
il n'y a rien à faire, quoi. Mais il y a aussi une catégorie que ouais, quand tu as les minima, il y a quelque chose qui pourrait potentiellement être fait. C'est quoi que tu prends comme personne aujourd'hui? Là, actuellement, les personnes que je recherche, parce que je refuse aussi pas mal de candidatures actuellement, c'est idéalement, bon, déjà dans tous les cas, c'est des personnes qui veulent lancer une formation en ligne. Okay, donc, ce n'est pas des personnes qui veulent faire du e-commerce ou qui veulent faire du dropshipping, etc. C'est essentiellement des personnes qui veulent devenir infopreneurs, qui veulent vendre des formations en ligne. Ou à la limite devenir coach ou faire de l'accompagnement. Mais donc, c'est des personnes qui veulent vendre du savoir. Et idéalement, c'est des personnes qui ont déjà une idée précise, pas forcément très précise, mais une idée globale de ce qu'ils veulent faire. Et qui ont, par exemple, déjà essayé, qui ont, par exemple, déjà acheté une formation et qui sont sur ce projet depuis 6 mois, depuis 1 an. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai essayé d'accompagner des personnes qui étaient totalement débutants, c'est-à-dire une personne qui a un jour écouté un audio qui disait « tu peux vendre ton savoir » et qui le lendemain m'a appelé. En fait, ça demande beaucoup de travail. Au début, il y a énormément de travail, ne serait-ce que pour comprendre. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les blogs, donc comprendre comment ça fonctionne WordPress, comprendre comment ça fonctionne YouTube, etc. Et en fait, idéalement, moi, ce que je peux accompagner, les personnes que je voudrais accompagner et que je veux accompagner, ce sont des personnes qui ont une vision globale du système, donc qui savent à peu près par où passer. Peut-être qu'ils ont déjà suivi des grosses formations, mais qui sont bloqués à un endroit précis et qui n'arrivent toujours pas à créer leur première formation ou à faire leur vente. Avec ces personnes-là, on reprend tout depuis le début, mais comme ils ont déjà les bases, ça va un peu plus vite et c'est plus simple. Après, là, la semaine dernière, j'ai fait un lancement avec une personne totalement débutante, c'est-à-dire qui n'avait jamais rien créé, qui ne connaissait pas WordPress non plus, etc. Et ça s'est bien passé. Mais ça a été beaucoup de contraintes. Et du coup, là, je préfère me concentrer sur des personnes qui, on va dire, ont déjà essayé, ont déjà tenté leur chance, savent qu'ils ont quelque chose à partager au monde, mais qui bloquent et qui galèrent peut-être depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 1 an sur le projet. Top, top. Amine, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet à présent. C'est vrai qu'on a déjà parlé en off au téléphone de ça. Moi, quand je t'ai connu pour la première fois, c'était toujours à travers un podcast, lorsque tu te faisais interviewer par Stan. Et puis, il parlait en fait du projet que tu lançais. Je crois que c'était en 2018. Le projet, c'était l'été dernier, là, été 2018. Ouais, du projet dans un marché sous-exploité, qui est la niche des professeurs. Il a parlé du lancement vous avez parlé du lancement que tu avais fait avec juste sur de l'emailing en fait, et des taux incroyables, des chiffres incroyables que vous avez fait juste sans mettre, je pense qu'il n'y avait pas de publicité, c'était juste avec la base de données que tu avais. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce projet-là, que tu nous dises un petit peu d'abord la jeunesse, comment est-ce que l'idée est venue et comment les mécanismes que vous avez mis en place. Et j'aimerais surtout savoir ce qu'il en est aujourd'hui en fait, parce que ça doit faire sûrement bientôt 1 an. À quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui, quoi? Ok. En fait, il y a derrière ce projet, en fait, il y a 2 projets différents. La genèse, c'est un blog de ma femme. Ma femme, elle est institutrice, professeure des écoles. Et du coup, pour sa classe, elle avait créé des jeux qu'elle utilisait avec ses élèves et qu'elle utilisait avec ses élèves qui avaient par exemple des difficultés en maths. À l'époque, c'était uniquement pour les mathématiques. Et quand on était en voyage autour du monde, je lui disais, mais en fait, elle me voyait le soir par exemple rentrer sur l'ordinateur travailler, tu vois, et elle s'ennuyait un peu. Et je lui disais, mais tous tes documents et tout qu'il y a sur l'ordinateur, pourquoi tu fais pas un blog et tu les mets pas en vente? Donc on a essayé. Elle a créé un petit pack de jeux qu'on a mis en vente et ça s'est super bien passé. Et du coup, elle a vendu un pack de jeux pour un niveau, puis un pack de jeux pour un autre niveau, puis un pack de jeux pour un autre niveau, puis un autre pack en dehors des mathématiques sur le français, etc., pour un autre niveau, etc. Et à chaque lancement, on faisait de l'argent et de plus en plus. À chaque promo, on faisait de l'argent. À chaque mail, on voyait qu'il y avait un taux de réaction énorme, etc. Et est-ce qu'elle passait par... C'était quoi? C'était une marketplace par laquelle elle passait ou elle avait sa propre plateforme? Non, c'était son blog. Elle avait directement son blog. On a tiré du trafic par Google et par les réseaux sociaux.
on mettait un peu de publicité, mais c'était assez négligeable. C'est-à-dire que Sur Facebook ou du Google Ads? Sur Facebook, une fois qu'on a eu une base d'email et tout, on mettait un peu de publicité, essentiellement du retargeting. Ah, sur la base de données que vous avez déjà. Voilà, sur la base de données existante. Et après, les autres, ça se faisait par viralité, en fait. Pendant, on va dire, les périodes plates, le contenu suffisait à lui-même pour attirer des clients et pour attirer des prospects, je veux dire. Et après, quand on faisait des promos et des lancements, on faisait du retargeting sur la liste email. Et en fait, on avait un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que nos revenus, c'était vraiment des pics. C'était un pic au lancement, après c'était assez plat, après un pic à une promo, après c'était assez plat. On s'est rendu compte que c'était quand elle créait des nouveaux produits qu'on faisait de l'argent. Et on s'est dit, vu qu'on n'arrive pas à nous-mêmes créer des nouveaux produits régulièrement parce que ça demande du temps et que ma femme est assez perfectionniste et que ça demande plusieurs mois pour faire un produit, on s'est dit autant donner la possibilité à d'autres personnes de créer un produit et de le mettre en vente. Et du coup, on a créé une marketplace où tous les instituteurs, donc les professeurs des écoles, peuvent venir et vendre leurs créations. Donc ça peut être des fiches qu'ils utilisent en géographie, en maths, en histoire, en anglais. Et en fait, chacun peut venir vendre ses créations sur le site. Et oui, voilà, ça c'est ce qu'on fait maintenant là. En fait, on fait les deux. Mais ça, c'est plus actuel, non? Ça c'est plus actuel, la marketplace. C'est pas le même nom, etc. Mais on a lancé une marketplace l'été dernier. Aujourd'hui, c'est en croissance. C'est pas les mêmes chiffres parce que pour une simple raison, c'est que les produits de ma femme coûtent une 50aine d'euros. Et là, aujourd'hui, la plupart des gens qui produisent des contenus sur le site, en fait, produisent des plus petits produits à 2 euros, 3 euros, 5 euros. Et du coup, on a des transactions tous les mois, on a des nouveaux inscrits tous les mois. Là, de mémoire, on est environ à 3000 clients et environ 130, 140 créateurs. Mais pour le moment, ça avance tout doucement. Ça avance doucement, on va dire. Ça avance beaucoup moins vite que l'autre projet. Mais aujourd'hui, ce projet-là, pour moi, c'est un projet long terme. Je savais en le lançant que j'en aurais pour 2-3 ans avant d'être rentable et de gagner de l'argent sur ce projet-là parce que ça va demander une grosse équipe. J'ai d'ailleurs une personne qui m'aide aujourd'hui sur ce projet, qui fait le site par client, etc. Mais on commence à avoir une belle traction, on commence à avoir du trafic organique assez intéressant. Et ce projet-là, il avance petit à petit. C'est vraiment intéressant que tu abordes ce sujet parce que c'est plus ou moins une problématique dans laquelle je suis actuellement. Je profite du truc aussi pour parler de mes propres problèmes. Je suis aussi en train de monter une sorte de marketplace et j'ai plein de problématiques comme par exemple, forcément tu as été confronté à ce problème sauf que comme tu avais déjà un premier blog qui marchait, tu avais déjà plus ou moins la solution. Le problème de l'œuf et la poule en fait. Le fait de trouver ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par mettre leur projet sur la plateforme et ceux qui achètent ces différents projets-là en fait. Ça en fait c'est ça, c'est que le problème des marketplaces, c'est que en fait tu montes deux business à la fois. Tu montes à la fois un e-commerce où tu vas vendre un service ou un produit. Donc ça c'est toutes les rouages d'un e-commerce classique pour trouver des clients. Mais derrière tu montes également, on va dire une opportunité. Tu montes également un site de recherche d'emploi. Tu vois, en fait, tu montes vraiment une opportunité d'un autre côté. Ouais. Il faut trouver les deux, c'est-à-dire que personne ne va... Comme un réseau social, voilà. En fait, que tu crées un lien, un site de mise en relation, en fait. Et en fait, au début, s'il n'y a pas de vendeur, tu ne vas pas trouver d'acheteur. Et s'il n'y a pas d'acheteur, tu ne vas pas trouver de vendeur. Effectivement. Et nous, la solution qu'on a un peu trouvée, au début, on ne savait pas trop lequel des deux côtés allait tirer. Parce qu'en fait, tu as forcément un des deux côtés qui va grossir de manière organique et l'autre qui va être à la pêche, tu vois, qui va galérer. C'est par exemple, si tu fais un site d'annonce demain, peut-être que tu vas avoir beaucoup de vendeurs, mais tu ne vas pas avoir d'acheteurs. Et aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup d'acheteurs qui viennent, mais on n'a pas eu beaucoup de vendeurs. Et donc, pour les vendeurs, on a essayé plein de trucs, on a essayé des cadeaux de bienvenue, on a essayé d'aller les chercher à la main justement, c'est-à-dire de contacter tous les blogueurs dans cette thématique-là et leur proposer de venir sur le site. Et donc là, on en a régulièrement qui s'inscrivent. Et là, à partir du moment où on a une petite base
de vendeurs, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement des campagnes en retargeting, enfin pas en retargeting sur des audiences similaires, mais ça on l'a pas encore fait, on devait faire là ce mois-ci, des audiences similaires pour cibler des nouveaux créateurs et les inviter à venir sur notre plateforme. Mais c'est au début assez problématique. Ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à venir sur votre plateforme? Par exemple, moi, dans mon cas, pour être plus clair, je suis en train de mettre en place une plateforme, une marketplace, mais genre de freelance, tu vois, un petit peu comme à la 5 euros, à la Upwork. Sauf que mes prospects, ils sont plus, je dirais, plus les freelances. Ils sont du côté du Cameroun, mon pays d'origine, et de l'Afrique en général plus tard. Et l'idée, en fait, moi, comme j'ai des compétences en vente, c'est d'aller de façon segmentée avec les techniques que tu connais de Persona dans chaque domaine, que ce soit les community managers ou par exemple les développeurs front-end et tout, chaque domaine en fait, de leur montrer comment est-ce qu'ils pourraient comment est-ce qu'ils pourraient monnayer leurs compétences en fait, à travers par exemple la conception d'une offre irrésistible, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser le bon copywriting qui va leur permettre de mettre en avant cette offre irrésistible là, les tunnels de vente et aussi la partie automatisation. De façon gratuite, j'ai un groupe privé que j'ai créé pour ça. Et l'idée, en fait, c'est de ramener tous ces gens, en fait, sur ma plateforme lorsqu'ils auront déjà... lorsque j'aurai déjà gagné leur confiance par ce biais-là, en fait. Mais là, je suis quand même confronté à l'autre problématique de trouver des gens qui pourraient potentiellement venir acheter ces compétences sur la plateforme, quoi. En fait, il faut... pour faire venir les vendeurs, il faut leur prouver qu'il y a des clients. Et pour leur prouver qu'il y a des clients, les clients, c'est assez simple. Tu peux, par exemple, moi, ce que j'ai fait et ce que je fais régulièrement aujourd'hui, c'est que quand je vois un premier vendeur qui a mis une première ressource ou un premier service en ligne, et ben moi, de ma poche, je vais mettre de la publicité sur ce service pour que lui, il ait des notifications, pour que lui, il ait des notifications de vente et qu'il ait envie de proposer une autre ressource et un autre contenu. Donc, en fait, ce que je fais, en gros, c'est que j'investis pour faire gagner de l'argent aux vendeurs, pas pour faire gagner de l'argent aux créateurs. Et toi, ton but, c'est de... le fidéliser sur le temps, quoi. Voilà, même si tu n'as que quelques créateurs, même si tu n'as que quelques freelances au début ou quelques personnes qui viennent vendre sur ta plateforme, il faut vraiment leur faire gagner de l'argent le plus vite possible. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils vont adhérer à ta plateforme, c'est comme ça qu'eux, ils vont peut-être en parler à d'autres personnes. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment de les inciter à gagner de l'argent le plus vite possible parce que s'ils gagnent de l'argent rapidement, après, tu vois, ils vont vouloir en regagner. C'est juste du trafic ou alors, franchement, c'est du vrai, tu prends son profil, tu fais une vraie offre et puis tu mets de la pub dessus, quoi. Ça dépend vraiment faudrait qu'on voit ton projet en détail, mais toi dans ton projet, si par exemple tu as quelques freelances qui sont inscrits, tu peux très bien créer une publicité très ciblée sur son service et les envoyer vers leur offre ou vers leur offre. Le lien qui ramène directement sur son offre, quoi. Voilà. Et du coup, lui, il va générer des prospects, il va générer des ventes et ça va l'exciter, ça va lui donner envie peut-être de s'impliquer plus dans le développement de sa plateforme, peut-être d'en parler à d'autres personnes en lui disant tiens, moi j'ai trouvé quelques clients avec cette plateforme-là. Et au début, c'est comme ça qu'il faut. En fait, faut faker, en fait, faut simuler un des deux côtés. C'est-à-dire que si tu as plus de clients que de créateurs, faut essayer de simuler des créateurs. Et si tu as plus de créateurs que de clients, il faut simuler des clients. Par exemple, je sais que Airbnb avait fait ça en reprenant par exemple des annonces qu'il y avait sur Craigslist. Le Bon Coin. Voilà, comme le Bon Coin. Et en fait, eux, ils faisaient en fait l'intermédiaire. C'est-à-dire que toi, Guy, tu as mis ton annonce sur le Bon Coin. Eux, ils la reprenaient, ils la mettaient sur Airbnb. Mais quand le client appelait Airbnb, eux, après, ils réservaient sur le Bon Coin, tu vois. YouTube aussi, ils l'ont fait au début pour avoir l'inscription. Ils simulaient des contenus. Et moi, sur ma marketplace, j'ai hésité à le faire au début pour les créateurs, c'est-à-dire de dire à ma femme de créer plein de ressources et de créer 15 profils différents, 15 comptes vendeurs différents et de proposer des ressources sur des comptes vendeurs différents. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin. Mais si j'avais eu besoin, c'est ce que j'aurais fait. Mais c'est quoi l'intérêt de créer d'autres vendeurs qui ça veut dire que ce sont des fakes, ce sont vraiment pas des vendeurs, mais il y a des profils qui sont là et qui donnent l'impression qu'ils proposent des trucs à vendre en fait.
mais en fait, qui proposent des trucs à vendre. Et quand la personne, en fait, ça dépend parce que toi, comme c'est des services, il faut être capable d'assumer le service derrière. Que moi, c'est des produits, c'est des ressources PDF à télécharger. Donc tu vois, si j'ai créé 15 ressources PDF à télécharger, eh ben, soit je les mets tous sur le nom du même vendeur et ça fait, on dirait qu'on arrive dans une boutique où il y a un seul vendeur, soit je crée 15 vendeurs différents qui proposent 15 ressources à télécharger, enfin une ressource chacun. Et en fait, quand la personne arrive sur la boutique, elle se dit tiens, bah, il y a déjà 15 créateurs. Moi, je vais pouvoir en télécharger les ressources. Ouais, c'est très intéressant ça, parce qu'en plus, il n'y a aucun risque, quoi. Si quelqu'un il achète, il reçoit juste le PDF. Bon, c'est vrai, dans mon cas, il faut délivrer la prestation, mais c'est très intéressant en termes de persuasion quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est comme quand tu fais une publicité Facebook et qu'au début, tu mets une campagne d'engagement sur la publicité pour avoir des likes. C'est comme quand tu crées un profil et qu'au début, tu ajoutes des amis pour te dire, bah voilà, personne ne va m'accepter si j'ai que des 4 amis. Et par contre, quand tu as 500 amis, les gens vont t'accepter. Et en fait, là, c'est pareil. Quand tu arrives sur une marketplace où il n'y a qu'une annonce, bah, tu te dis, mais en fait, pourquoi je vais mettre une annonce? Alors que quand tu arrives sur un marketplace où tu vois qu'il y a plusieurs annonces qui ont été mises en ligne ces derniers jours, bah, tu te dis ok, j'ai envie. Et donc faut simuler la foule pour que en fait, ça attire vraiment la foule et qu'après tu n'aies plus besoin de simuler. Ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup pour l'idée. Je pense que je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place là. Wow, on a déjà fait plus de 40 minutes là, mais bon. J'ai vu ton clip de rap où tu cites plusieurs entrepreneurs. J'ai trouvé ça très 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 cool et j'aimerais faire un featuring en fait. Un petit peu à la Chris Record, tu vois. Je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Tu connais le mec de Chris Record qui a fait le truc sur ClickFunnels là. Ah oui, je l'ai vu ça. Ça, elle était pas mal, hein. Ouais, c'était vraiment trop ouf. Je suis en train de préparer une vidéo sur lui en fait. Et parce que j'ai fouillé, le mec il est intéressant, il est pas à sa première tentative, il en a fait aussi pour Shopify. Il est ouf, le mec il est ouf. Et lui-même, c'est pas qu'il est de base, il est rappeur certes, mais à côté il vend aussi des prestations en ligne quoi. Oui, je pense que c'est un marketeur qui avait un peu un passé de rappeur et qui avait un peu cette sensibilité et du coup il en a fait les deux, il s'est fait un petit kiff. Ben, du coup on va la faire à la locale pour l'Ernie Box, on va le faire pour Lorenzo. Tu peux. Moi franchement, ça me demandait beaucoup de travail pour faire 5 minutes là et je sais pas si je reprends l'aventure. Mais ouais, j'imagine, j'ai vu tous les slides qui sont passés là, ça doit être beaucoup de taf quand même. Ouais, c'était intéressant. On va arriver sur la section lifestyle. Je me demande, est-ce que tu as des applications que tu utilises pour être plus, ou des pratiques que tu fais pour être soit plus efficace ou alors plus productif? J'ai essayé plein de trucs pour être plus efficace, plus productif. Mais en fait, moins tu utilises de trucs, plus tu es productif en fait. Moi, je me rends compte que vouloir utiliser plein d'outils, en fait, il faut qu'à la base, ton système il soit clean. C'est-à-dire que à la base, il faut que ton organisation elle soit pensée. Ce n'est pas des outils qui vont venir corriger ton organisation. Il faut que ton organisation déjà elle soit propre et après tu peux utiliser des outils pour t'accompagner. Là, il y a un outil que j'utilise pas mal qui s'appelle Asana. Asana, ça permet de faire du travail en équipe. C'est-à-dire c'est un peu comme un Trello amélioré sur lequel tu peux avoir des projets, tu peux assigner des tâches et tout. Et là, je l'utilise pour collaborer. Par exemple, sur Otake, en fait, on est 4 à travailler et sur mon autre projet, on est 3. Et du coup, ça permet d'assigner des tâches, de dire qui doit faire quoi, à quelle date, etc. Ah, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que c'est une problématique dans laquelle j'étais récemment et c'est justement un petit peu la même chose que je vais proposer, mais c'est dans ce sens c'est Slack que j'utilise parce que dans le projet dont j'ai mentionné plus haut sur lequel je bosse, nous sommes 4, le développeur, mon frère qui est un petit peu comme le manager général, un mec de la cybersécurité qui est mon pote. Et puis on avait un petit peu des difficultés avec les groupes WhatsApp ou sur Facebook, c'est pas très très pratique, c'est pas très intuitif. À travers Slack, c'est beaucoup plus organisé, on peut se partager les tâches. Donc moi sur cette section, c'est ce que moi je vais proposer. C'est un truc qui est un petit peu dans le même sens que Trello ou Asana que tu viens de citer, quoi. Slack. Moi j'ai essayé Slack mais j'arrive pas parce que pour moi ça reste encore de la messagerie instantanée. Et en fait, le problème du messagerie instantanée, c'est que dès qu'il y a une discussion qui part, après, tu n'arrives plus à revoir. Et en fait, sur Asana, il y a la possibilité de mettre des commentaires, mais en fait, comme tu n'as pas la discussion instantanée,
En fait, au lieu d'écrire 3 mots, tu écris des brefs paragraphes et du coup, les choses sont plus hiérarchisées. Et vraiment, moi, Asana, j'utilise depuis 4-5 mois là et franchement, c'est vachement cool. Mais maintenant, même avec mes clients, j'utilise Asana, c'est-à-dire que chaque client, je lui crée un projet dans Asana dans lequel finalement on a le suivi de son projet, etc. Donc moi je recommande Asana. En plus c'est gratuit, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont gratuites déjà à la base. Après j'utilisais pendant longtemps Pomodoro. Ouais, le fait de bosser pendant 25 minutes. Ah, je croyais que tu parlais du process. Ou alors le process, il est copié sur voilà. En fait c'est l'application est compliquée. Voilà, les applications qui sont venues pour t'aider à suivre le process. Donc, tu as des applications, soit des timers sur Mac ou des timers sur téléphone. Et en fait, c'est ça, c'est que tu bosses pendant une plage qui va de 25 à 45 minutes, ça dépend de combien tu as envie. Après, tu fais une petite pause de 5 minutes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets ton chrono, par exemple, sur 30 minutes, et que tu as envie de faire autre chose, tu relèves la tête, tu dis non, vas-y, il me reste 12 minutes. Dans 12 minutes, je peux faire autre chose, mais là, je continue. Je sais que là, je l'utilise plus trop actuellement, mais je devrais parce que c'est un très bon moyen de travailler. Je le fais assez naturellement là maintenant, mais je sais que les périodes où vraiment j'ai besoin de faire beaucoup de choses d'un coup, j'utilise Pomodoro pour enchaîner les tâches. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce process, c'est que c'est vrai que c'est entre 25 et 40 minutes que tu te prends, mais uniquement sur une seule tâche où tu vas aller en profondeur sans être distrait par autre chose, que de faire 25 000 choses en même temps, là où les résultats sont pas très intéressants à la fin, quoi. C'est sûr que le multitâche, c'est une erreur et on croit tous qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, mais en vrai, c'est très très compliqué de faire plusieurs choses. C'est quasiment impossible de le faire efficacement, donc le mieux c'est de faire les choses une à la fois et une après l'autre. Top. Ben là, on arrive sur la fin et je vais te poser des questions que tu connais déjà assez. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton Tom de 20 ans, tu l'as entendu 1000 fois ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, franchement, dans mon cas, moi, je lui dirais fais une seule chose à la fois. Justement, c'est ce qu'on disait. En fait, très souvent, et surtout quand on est sur Internet, on lance une activité, après on voit une autre opportunité, après on voit une autre opportunité, après on voit une autre opportunité, et on a envie de faire plusieurs choses. Et en fait, faire plusieurs projets en même temps, c'est possible, et il y en a qui le font très bien, mais lancer plusieurs projets en même temps, c'est compliqué. Et aujourd'hui, tant que ton projet principal n'est pas, entre guillemets, en vitesse de croisière, parce qu'en fait, tu as deux phases dans un projet. Tu as la phase d'installation, la phase de démarrage, la phase de décollage. Et après, entre guillemets, tu as la phase de croisière où voilà, tu déroules, c'est des routines quotidiennes, des routines hebdomadaires et tu n'as pas forcément besoin de travailler plus que ça pour le faire. Tant que ton projet n'est pas dans cette phase-là, ça ne sert à rien de vouloir en lancer un autre parce que tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas le temps pour le faire correctement. Donc, vraiment, focus sur un projet, focus sur une tâche à la fois et c'est parti, quoi. C'est bien que tu mentionnes ça parce que ça me rappelle un petit peu l'histoire de la pizzeria que tu as racontée. Voilà, par exemple. Mais bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, allez écouter le pote de Stan, l'interview avec Amine. L'autre question, ça sera, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Il y a plein de livres que je recommande souvent. Bah, tu peux citer plus d'un livre. Il y a Le succès selon Jack, de Jack Canfield, qui est super bien. Je le recommande souvent, qui est vraiment les bases du développement personnel et qui va t'apprendre énormément de choses et qui est assez complet, qui reprend tous les principes fondamentaux du leadership. Il y a How I Found Freedom in an Unfree World, c'est-à-dire comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre, de Harry Browne, qui explique justement comment tu peux créer ta propre vie. Et après, il y en a plusieurs, tu vois. Récemment, il y a un livre que j'ai lu que j'aime bien et que j'ai envie de mentionner sur ce podcast, c'est le livre d'Anthony Nevo. Qui s'appelle... Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. D'une rencontre pour changer de vie. Une rencontre pour changer de vie. On l'a lu avec ma femme. On l'a lu ensemble. Enfin bref, on le lisait l'après-midi ensemble. Et je trouve que c'est un très bon roman. C'est une histoire qui est assez facile à lire, tu vois. Et quand tu commences le développement personnel et que tu n'as pas envie de lire des livres qui sont un peu casse-tête, qui sont durs à lire, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir quelques leçons de vie. Il y en a 18 au total qui te permettent... c'est des choses qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques, bien sûr.
Ouais, en plus, Anthony Nebo, en général, il utilise des thèmes qui sont très simples. C'est pas très très serré. C'est pas trop cérébral ce qu'il dit. Quand je dis cérébral, c'est dans le sens, c'est pas difficile à comprendre comme la plupart des livres qui parlent sur le développement personnel où Voilà, c'est les ça. thèmes sont un petit peu trop. Si t'es obligé d'aller tout le temps dans le dictionnaire et tout. Ouais. Non, Donc Anthony je Nebo, pense. c'est très accessible et c'est un roman, c'est une histoire, donc je te laisse porter par l'histoire et c'est bien écrit. Pour un premier roman, c'est super bien écrit. Top, top, top. Ben, il y a une question qu'il pose souvent chez Facebook en interview et c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Peur de quoi déjà? C'est ça la question. Mais C'est ça la bon, question. aujourd'hui, moi, ça- j'ai pas jamais réfléchi à cette question-là, mais j'ai déjà réfléchi justement à la peur et en fait, il y a très peu de choses qui me font peur. Il y a une citation que j'aime bien les citations. Il y a une citation que j'aime bien qui dit, en fait, la peur et la foi sont deux sentiments qui te demandent de croire en quelque chose qui n'existait pas encore, qui n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Et du coup, moi, j'ai très souvent choisi la foi face à la peur. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais si j'avais pas peur. Mais par exemple, si tu me demandes qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. À part des choses un peu bateau, oui, perdre mes proches, etc., oui, ça me fait peur. Mais sinon, pour moi, qu'est-ce qui peut me faire peur aujourd'hui? J'ai pas peur, tu vois, je peux m'exposer en public, j'ai pas peur. Tu me donnes le micro devant un stade, j'ai pas peur. Tu me demandes d'investir tout mon argent sur un projet un peu fou, j'ai pas peur. Tu me demandes de repartir à zéro, tu vois, ça me fait pas peur. Donc, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Je ne sais pas. Mais de quoi j'ai peur? C'est ça la vraie question et peut-être plus de temps pour y réfléchir. Elle est bien répondue. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, Amine? On mettra bien sûr les liens correspondants dans la description. Sur Facebook, sur YouTube, otake.com, O-T-A-K-E-T. Vous cherchez Otake, vous me suivez, c'est là où je poste tous les jours. J'envoie un email par jour aux personnes qui veulent lancer leur business sur Internet. Je poste aussi régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais cherchez Otake. Et si tu es plus à l'aise sur YouTube, tu me suis sur YouTube. Si tu es plus à l'aise sur Instagram, tu me suis sur Instagram. Et si tu veux recevoir une leçon par jour, tu peux t'inscrire. Si tu vas sur otake.com, sur la page d'accueil, tu peux t'inscrire. Ok, c'est top, c'est top. Bah, est-ce que tu connais Rewalk? Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Rework, ça me dit un truc de nom, mais est-ce que tu peux me réexpliquer? Je crois que j'ai déjà entendu parler, mais. C'est un bouquin écrit par Jason Fried et Heinemar Hansen. Ah, j'en ai entendu parler, mais non, je l'ai pas lu. Ah, ce sont les fondateurs et les dirigeants d'une société américaine de conception de logiciels, dont le très connu Basecamp. Tu connais? Je connais Basecamp, ouais. C'est plus en fait le livre en fait il traite de tous les principes les plus communément admis sur la création, le développement, la gestion de l'entreprise. Les auteurs en fait ils démontrent un peu les concepts qui sont soi-disant incontournables de la réussite, tels que planifier c'est inutile, ou on n'apprend rien de ses erreurs, travailler trop nuit au succès, des trucs comme ça quoi. Donc le truc en plus du podcast en fait c'est que j'offre des livres à tous mes invités et en fait c'est ce que je t'enverrai par la poste, que je te proposerai comme lecture, je t'enverrai bien sûr par la poste. Ok, bah c'est parfait, ça me fera plaisir de lire ça et de découvrir ce livre-là. Top. Je te remercie beaucoup. Bah, c'était très très instructif Amine, je te remercie beaucoup pour ce temps, pour ce temps qu'on a passé ensemble et j'espère t'avoir de nouveau sur le podcast quoi, et d'avoir de nouvelles informations sur tes deux business quoi. Bah, je te remercie également et je te souhaite une très belle aventure avec ce podcast parce que tu as sûrement pas mal de choses à partager avec les personnes qui veulent se lancer sur Internet. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté.
presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.